pour la première fois de ma vie, dans cette séance de breathwork, que je suis vraiment entrée en contact avec mon être intérieur. Ah oui. Tu sais, comme je disais, j'étais vraiment dans ma tête et pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de plus grand que nous. Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Alors aujourd'hui, mon invitée s'appelle Nathalie Moride. C'est une femme qui a eu un parcours assez intéressant. Elle est allée du monde de la publicité et s'est rendue dans le yoga et maintenant est une très bonne professeure de breathwork. Donc elle va nous raconter tout son cheminement et comment elle en est arrivée là. Alors je vous présente aujourd'hui Nathalie. Bonjour Dani. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci de m'inviter à tes entrevues que je regarde à chaque fois. Donc je me sens très privilégiée d'être ici avec toi. Alors oui, je suis praticienne de breathwork, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. Alors raconte-nous ton parcours. Praticienne de breathwork. Voilà. Alors écoute, moi je suis de Montréal, je suis née à Montréal. Déjà j'étais dans une famille un peu marginale. Mon père étant breton et puis ma mère québécoise, mais les deux travaillaient donc dans le domaine du cinéma et de la télé. Donc j'ai vécu dans une famille d'artistes et avec beaucoup d'Européens qui venaient souvent à la maison. Puis ma mère travaillait dans la musique classique avec des chefs d'orchestre, etc. Donc, c'était très intéressant parce que c'était très artistique et très marginal et j'aimais ce côté ouverture d'esprit. Oui, pour un enfant, c'est génial. T'es pas dans la routine. Oui, non, super. Donc ça, c'est le côté vraiment positif de fait d'avoir des parents artistes et qui travaillent dans le domaine de la télé, cinéma. Par contre, le downside de ça, c'est qu'ils étaient jamais à la maison. Donc, j'ai été élevée par des gardiennes, des nounous, qui habitaient à la maison, mais je les voyais jamais, mes parents. Mon père était parti en tournage, ma mère travaillait la nuit, donc très jeune, j'ai commencé à sentir un sentiment de solitude. Ah oui, ça te touchait beaucoup, parce que des fois, tu sais, tu as des enfants qui sont avec les nounous, mais si les nounous sont gentils et tout, bon, bien sûr, ils s'ennuient de leurs parents, mais ils vivent avec. Toi, vraiment, ça te crée un vide. Hein? Oui, parce que les nounous, il y avait un turnover aussi, là, donc c'était difficile d'avoir un lien d'attachement solide. Okay. Alors, très rapidement, j'ai vraiment senti que j'avais un côté grande solitude en moi et puis un grand sentiment d'insécurité aussi, de ne pas me sentir safe parce que, c'est ça, j'avais pas la solidité d'une famille stable qui était là pour m'aider à faire les devoirs, etc. Donc ça a été ma petite enfance. Et puis, après ça est arrivé un drame. Puis ça a été un de mes plus gros drames de ma vie. C'était quand mon père a quitté ma mère. Et puis, ma mère et moi, on avait vraiment un attachement très profond là, quand elle était là et tout. Et puis, elle est sombrée dans une dépression. Et j'avais 7-8 ans. Donc, il a fallu que je m'occupe d'elle. Donc, j'ai été la mère de ma mère, ce qui a encore plus approfondi ce sentiment d'insécurité. Et j'ai commencé à faire de l'anxiété à l'âge de 16 ans. Ce qui est arrivé, c'est que ma mère et mon père, comme ils ont vu que ça partait un peu en orbite chez nous, là, ils nous ont mis, ma sœur et moi, dans un collège privé très rigoureux, avec des sœurs. Donc, à l'âge en 5e année, pendant jusque tout mon secondaire, j'ai été dans un collège avec la religion très présente et tout ça, puis c'était vraiment la chose à faire avec moi. Et pas très chaleureux. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'amour dans tout ça. Non, moi, j'étais une personne quand même, une fille très sensible. Moi, tout ce que je voulais, c'était danser, chanter. Et puis, je me suis retrouvée dans cette atmosphère très rigoureuse, très académique. Et puis, j'avais de la difficulté au niveau académique, ce qui n'a pas aidé dans mon self-esteem, ma valeur pour moi, parce que justement, j'étais en échec académique aussi. Donc, ça a été difficile. L'adolescence a été difficile. Et puis, comme on a tous des systèmes de protection, on se développe tous des systèmes de protection
qu'on adapte entre 0 et 7 ans. Et moi, le système de protection privilégié, c'était vraiment la fuite. Donc, je fuyais tout. Je fuyais mes émotions parce que c'était tellement difficile, ce qui se passait aussi avec tout l'alcoolisme, un peu de violence, puis l'échec académique. Alors, je me fuyais. Je me fuyais et puis j'étais jamais chez moi. J'étais toujours sortie. Sortais avec les copines, faire la fête. Ah ouais, les boîtes, les discothèques et tout ça, là, les bars, c'était mon deuxième salon. Okay. Là, mais une chance que j'ai eu ça parce que je dansais beaucoup aussi. Puis je suis sûre oui, que t'as su, c'est bien, c'est quand même bon parce que tu as su évacuer par ta créativité, par, comme tu dis, la folie, l'amitié, les amis. Oui. Parce que tu as des gens qui vivent des moments difficiles et ils s'isolent encore plus. Tu aurais pu rester dans ton sous-sol ou caché ou comme ça. Au moins, tu l'extériorisais à ta façon. Exactement, parce que je pense que j'ai une personnalité justement très sociale. Ça m'a beaucoup aidée. Sauvée, presque, Même l'école où j'étais, académique, très religieuse et tout ça, je me suis fait une super bande de copines et tout ça. Et puis grâce à ça, c'est vraiment grâce à mes amis que je ne suis pas partie non plus dans la drogue parce que j'aurais pu vraiment... T'aurais pu virer complètement. Absolument. Donc, tout ça, la fuite, fait en sorte que j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je vivais vraiment dans la tête seulement. Oui. Et puis, bon, à un moment donné, il fallait bien que je travaille. Hein? Oui. Et moi, j'ai toujours voulu aller travailler dans le domaine du cinéma parce que comme mon père était travaillé là, puis j'avais le gros sentiment d'abandon de mon père, je me suis dit, ben si je fais le même métier, je vais me rapprocher de lui. Oui. J'avoue que j'adorais aussi le côté cinéma, créatif. Mais c'est quand on est créatif, c'est tellement bien. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire du cinéma. Et puis, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit non, Nathalie, jamais tu ne feras de cinéma. Ce n'est pas un métier pour les femmes, surtout si tu vas avoir des enfants et tu vas faire directrice marketing d'Air Canada. Donc, voilà, tout mon rêve s'est cassé à l'âge de 16-17 ans. Ça a été ça. Donc, fausse croyance. Le cinéma, c'est pas pour les femmes. Et il m'a dit, en plus, t'es trop sensible, tu réussiras pas. Aïe. Fait que bien cassé. Bien cassé. Donc, morale de l'histoire, faire vraiment attention à ce qu'on dit à nos enfants, là. Oui, mais à cette époque, nos parents, ils parlaient comme ça, puis ils voulaient certainement bien faire. Ils pensaient te protéger là-dedans, alors qu'il était à côté des pattes. Non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que mon père avait un sentiment d'insécurité financière énorme, donc il me projetait son insécurité sur moi. Absolument. Ouais. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, OK, pas de cinéma, mais je vais aller travailler dans la pub. Au moins, je vais avoir le travail des créatifs. C'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus. Clientèle, puis j'ai adoré ça. Mais pour moi, Montréal était trop petit. Et comme j'étais toujours à sortir, j'ai rencontré des gens de plein d'univers différents et tout ça par ma curiosité, j'ai décidé d'aller habiter en Europe. Oh! Donc, à l'âge de 26 ans, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai quitté ma boîte de pub dans laquelle je travaillais, qui était la plus grosse à Montréal à l'époque. Et je suis partie à Paris, sans rien, en me disant, ben, je veux vivre à Paris. C'était vraiment dans les années où ça bondissait, la pub et tout ça, c'était hyper créatif. Bon, évidemment, j'ai pas trouvé de job tout de suite, alors je suis devenue guide sur les bateaux parisiens. Les bateaux mouches. Les bateaux mouches. Oh my God, c'est génial, ça, c'est drôle, Alors ça, c'était vraiment cool. Oui, parce que tu parlais 2-3 langues, donc c'est facile dans ce cas-là. Oui, puis c'était drôle parce que j'avais l'accent québécois, puis je présentais Paris, l'histoire de Paris avec l'accent québécois, aux touristes. Et c'était vraiment cool parce que j'ai pu profiter de la scène. Et découvrir l'histoire de Paris aussi. Absolument. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis, écoute, 3-4 mois plus tard, je me suis trouvé un boulot dans la pub. Et comme j'arrivais pas à tenir en place parce que justement mon système de protection, la fuite, j'ai énormément de difficultés à rester et à m'engager. Au même endroit. Je deviens étouffée. J'ai un sentiment d'envahissement, là, sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis que j'en suis consciente. J'ai changé à plusieurs reprises de job, mais j'avais aussi ce sentiment de dévalorisation puis que je voulais prouver à mon père que j'étais vraiment bonne. Ah oui, tu avais quelque chose à prouver à ton papa. Fait que là, c'était jamais assez. Il fallait que j'aille dans la meilleure boîte, la meilleure agence. Fait que là, je restais 1 an. Puis là, j'avais une opportunité pour encore monter les échelons. Fait que je montais les échelons et tout ça.
jusqu'à me rendre directrice marketing de Euro Disney. Wow. Donc, 20 ans dans le milieu corporatif entre Montréal et Paris. J'ai rencontré mon ex-mari en France dans la pub. On a eu 2 enfants. On a fait 4 déménagements entre Montréal, Paris, Paris-Montréal, parce qu'on voulait toujours connaître autre chose, curieux, puis, et puis aller encore plus haut, une espèce d'ambition incroyable. Ambitieux. Donc, tu as fait 20 ans là, de femme carriériste ambitieuse. Ah oui. Dans ton chemin de vie. Oui. Bon. Ah oui. Puis ça s'est pas arrêté là, parce que quand on est revenu à Montréal, j'ai monté une boîte. J'ai monté une boîte de pub. Et qui, entre l'Europe et le Canada, et qui a excessivement bien marché. En 2 ans, j'ai fait des chiffres d'affaires incroyables, puis j'ai été rachetée par une boîte, une des grosses boîtes d'édition de Toronto, 3 ans plus tard. Wow. Donc... Success story! Oui, vraiment, moi qui étais en échec académique, ou Marceline qui je peux dire que finalement, mes blessures m'ont amené à me dépasser. Ah oui. Ouais, vraiment Oui, puis en plus, je pense que tu étais bonne dans ce que tu faisais parce que inconsciemment, consciemment, tu avais trouvé à cette période-là ce qui te convenait. Tu étais en accord avec ce qui te convenait à cette période-là. Mais comme toi, toujours, ça doit évoluer et changer. À un moment donné, tu as dit, c'est plus assez. Exactement. Exactement, oui. Alors donc, tu as vendu ta boîte et là, qu'est-ce qui se passe? Petit coup de down, là, parce que méga, quand on est occupé en pub et que... Tu sais, quand tu as l'habitude de te lever le matin puis d'avoir 100 emails puis que du jour au lendemain, tu n'en as plus, tu te dis, puis surtout que j'avais pas préparé la suite, là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est ça. Sans la pub, sans la boîte. Oui, parce qu'on s'identifie tellement on s'identifie tellement à qui on est, on s'identifie tellement à ce que l'on fait. Qui suis-je? C'est ça, hein? Oui, donc méchant vide, vraiment, de ne plus pouvoir m'identifier à ma carrière, finalement. Ouais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, c'était un mois de novembre à Montréal. Puis là, j'ai commencé à me sentir vraiment down, triste, insécure, pas savoir quoi faire et tout ça. Et puis, ça a duré quelques mois. Puis, j'ai fait une petite dépression. Là, normal. Tout le monde fait une dépression après travailler autant et se retrouver sans travail, oui. Même si tu le voulais et que tu étais à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es partie en voyage? Là, je suis partie en voyage. Je suis Sagittaire, hein, donc les voyages, c'est très bénéfique. Alors, je suis partie au Costa Rica et ça fait 11 ans. Et je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Nosara, qui était très holistique, spirituelle. Mais moi, j'avais commencé à faire du yoga à Montréal, là, pour me calmer un peu. Mais j'étais vraiment pas dans ce milieu-là. Non. J'avais fait un peu de méditation parce que j'ai un ami très cher qui est vraiment prof de méditation puis il m'avait initiée. Okay. Mais je le faisais genre un peu de temps en temps. De temps en temps, quoi. Et je suis arrivée à Nosara comme par pur hasard. Et j'ai adoré. Là, j'ai dit, wow, il y a une énergie dans cette ville, dans ce village qui est incroyable. Là, ça fait 11 ans. Ça, c'était avant que Nosara devienne très à la mode. Mais bon, c'est comme tous les endroits. endroits. La même chose. Et j'ai encore eu, tu sais, quand tu voyages, tu fais plein de rencontres, etc. C'est fou de sortir de sa zone de confort. On fait en sorte que tu crées plein d'opportunités. Toujours. Magic is in the unknown, comme je dis toujours. La magie, elle est dans l'inconnu. Alors, n'ayez pas peur de sortir de vos zones de confort et rencontrer des gens. C'est ça. Exactement. Même si tout le monde n'est pas fait pour ça. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas faits. Toi, tu l'es, moi aussi. C'est ma vie de voyager, mais bon. Donc, tu es à Nosara et puis tu travailles pour eux. Et là, je rencontre un homme qui venait d'ouvrir un centre de retraite de yoga qui s'appelle le Blue Spirit, qui est le plus gros centre de retraite de yoga en Amérique centrale. Et il venait de Omega, c'est lui qui a fondé Omega, Stéphane. Et on a sympathisé, puis il m'a dit, écoute, il dit, moi je me cherche quelqu'un en marketing, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi en échange? Tu fais les retraites que tu veux, puis tu me donnes des heures de marketing. Je fais, wow, ok. Quel deal, ouais.
Et là, pendant 2-3 ans, j'ai eu vraiment la chance d'y aller régulièrement au Costa Rica, à Nossaran, puis de participer à ces retraites. Et la première retraite que j'ai faite, ça a été celle qui m'a ouvert la porte dans mon cheminement de conscience, de pleine conscience. C'est la retraite de Diva Premal de chanting. Je me suis retrouvée avec Miten et Diva Premal à faire du chanting. Moi qui n'avais jamais fait de chanting, mais la voix... Chanting, c'est à ce point-là? Le fait de chanter, de répéter des mantras avec la musique et tout, puis surtout de voir toute cette communauté extraordinaire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette nouvelle philosophie. Oui. Et puis, grâce au Blue Spirit, j'ai rencontré beaucoup de professeurs de yoga, des gens de l'Inde, et ça a été ma porte d'entrée. C'était un wake-up call pour le monde de la spiritualité. Oui, vraiment. Puis c'est ça, j'en étais rendue là. OK. Il fallait que j'avais tellement vécu à l'extérieur de moi que là, j'étais... Mais tu sais quoi, maintenant que j'y pense, tu es très, très avant-gardiste parce qu'en fait, c'est ce que les gens vivent maintenant depuis 5-10 ans. J'ai même interviewé un homme qui s'appelle le Yogi de Wall Street, qui lui aussi était... Il y a tellement de gens maintenant qui, lui, étaient dans les affaires, à l'extérieur d'eux-mêmes, s'identifiaient à leur job, et qui maintenant rentrent dans un minimalisme, prennent un autre cheminement. Mais tu étais en avance, parce que maintenant c'est très très fort depuis 5 ans, mais toi c'était déjà... Mais c'était ton chemin. La vie, quand j'écoute ta vie, finalement, la vie tranquillement, elle t'amenait là, elle t'amenait là, elle t'amenait là. Pourquoi? Parce que tu étais ouverte. Et quand tu as le cœur ouvert et que tu t'ouvres à n'importe quelle situation, eh ben, le chemin s'ouvre, il se passe des nouvelles choses. Absolument. J'y allais all-in, là. C'était all-in. C'est génial. Et c'est là que je me suis aperçue, par contre, c'est génial, mais qu'il fallait faire attention. Il fallait faire attention parce que... Aussi parfait que ça. Oui, exactement. Parce que souvent, en tout cas, la façon que moi je l'ai vécu, c'est que maintenant, avec du recul, je cherchais à cette époque-là aussi le sauveur. Une réponse. Une réponse. Et je donnais mon pouvoir beaucoup à une autre personne ou à l'extérieur. Donc, les gourous, les outils même. Donc, je me disais, si je fais ça, je vais devenir enfin heureuse. Alors, j'ai été un peu dans ce pattern-là, puis ça arrive régulièrement. Je suis même allée en Inde. Presque toujours. J'ai suivi une gourou, je faisais exactement ce qu'elle me demandait de faire, de me mettre par terre, de m'agenouiller devant elle et tout ça en me disant, OK, c'est sûr que... Je vais avoir l'éveil, je vais être heureuse. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est avec toi-même, c'est se découvrir à l'intérieur, puis accepter ce qui est surtout. Exactement. Le fameux mindfulness, là, c'est ça. Accepter ce qui est en ce moment et que personne... Oui, tu as des outils, mais comme toi-même, tu en donnes là, dans ton breathwork, mais après, c'est à chaque personne de faire son travail. C'est ça. Donc, ça ouvre des portes, mais c'est pas la solution. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, et moi je sais pourquoi j'avais cette tendance, parce que c'est pas tout le monde qui a une tendance à chercher le sauveur. Moi j'attendais le prince charmant, depuis que je suis toute petite j'attendais le prince charmant. C'est pour ça que j'ai travaillé chez Walt Disney. Ça jouait dans ma psyché de la petite fille Disney qui cherchait le prince charmant tout le temps, quelqu'un qui allait le sauver, le sauveur. Parce que j'étais vulnérable, j'avais une sensibilité par rapport à tout ce que je vous ai expliqué par rapport à mon passé là. Alors, j'ai décidé d'aller à Sedona, en Arizona, faire un voyage de quête intérieure, quête spirituelle. Et puis, pendant une semaine, j'ai fait plein de rendez-vous avec des guérisseurs, des healers, comme ils appellent en anglais. Et le dernier, c'était une séance de breathwork, chose que j'avais jamais faite avant. Et ça a été tellement puissant, Dani, mais ça a été là, pour la première fois de ma vie, dans cette séance de breathwork, que je suis vraiment entrée en contact avec mon être intérieur.
Ah oui. Tu sais, comme je disais, j'étais vraiment dans ma tête. Ouais. Et pour la première fois, j'ai senti là, qu'il y avait vraiment quelque chose de plus grand que nous. Parce que j'étais pas religieuse du tout, là. J'ai été élue dans la religion catholique, mais en étant athée, là, avec des parents athées et tout ça. Et c'est la première fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et ça m'a donné un sentiment tellement de paix, de bonheur, et même de sécurité. Ah, wow! Je dis, OK, c'est tout à l'intérieur. Wow! Alors, j'ai dit, wow! Je suis ressortie de cette séance en disant, juste avec le souffle et la musique, parce que c'est toujours accompagné de musique est très important aussi, c'est très thérapeutique. Je me suis dit, ben, il faut que je revienne à Montréal, puis que je me renseigne plus sur le breathwork. Et j'ai découvert la respiration holotropique. Donc, moi, les 3 premières années, j'ai décidé de faire le travail de respiration seulement pour ma propre guérison. Donc, j'ai fait de la respiration holotropique, qui est la respiration la plus intense. Ça a été fait conçu par Stan Grof, qui traitait ses patients avec du LSD. Pour vraiment enlever tous les filtres. Et puis, après ça, ben, le LSD est devenu illégal. Donc, avec sa femme, ils ont fait le tour du monde pour essayer de trouver une façon naturelle d'arriver à cet état-là. D'arriver à cet état de conscience altérée qu'on appelle. Conscience altérée. Donc, de vraiment taper de vraiment entrer en contact avec ta sagesse intérieure puis ton guérisseur intérieur. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, la 2e, 3e, 4e, 5e séance, les 10 séances suivantes n'ont pas été aussi extraordinaires. Non, parce qu'en fait, c'est comme tout, c'est jamais pareil. Une méditation est différente, tout est différent. Parce que là, tu rentres en toi, là. Puis là, il y en a des couches à enlever, hein. Puis les couches à enlever, c'est tout ce qu'on a réprimé depuis des années. Puis l'enfance, le fœtus même. Et même, tout se passe par l'ADN, les traumatismes de ta mère, de tes ancêtres, de tes vies antérieures. C'est donc beaucoup d'émotions réprimées qui voulaient ressurgir. Donc, autant la première séance, elle a été très agréable. Et après ça, c'est là que tu fais le real work, le vrai travail. Mais ça prend ça. Ça prend ça, ben oui. Ça prend ça pour après ça enlever les couches. Puis pour pouvoir connecter plus facilement à ton... Directement après à ton maître intérieur, quoi, à ton être intérieur. Mais chaque séance est différente. Puis il y a des fois, il y a des gens, puis moi aussi, il y a des fois j'arrivais, puis paf, j'allais directement à mon centre-cœur, puis j'avais une super belle expérience de compassion, d'amour inconditionnel, etc. Mais il y avait des fois, c'était plus... passer à travers les couches de tout ce qui était bloqué, des résistances et qui peuvent être difficiles, mais c'est comme ça qu'on avance. Mais il faut passer. Moi, je sais que j'en ai fait ma première avec toi, en privé, j'avais adoré. Mais tu as raison, c'est vrai que la première, je suis sortie après, je traversais devant le parc, j'étais comme ça. Et après, j'en ai fait 3 ou 4 autres. Et ça, chaque fois, c'est différent. Des fois, tu as l'impression que tu n'as pas senti grand-chose. Des fois, tu ressors, t'es bien. Des fois, tu pleures. Des fois, on n'ira pas dans tous les détails. Alors, c'est ça. Donc, ça a vraiment été, tu as découvert ça et tu as décidé que tu allais l'enseigner. Oui. Après ça, j'ai décidé que j'allais l'enseigner parce que je me suis dit, il faut que les gens connaissent ça. C'est trop incroyable. Puis à l'époque, ça fait... 7 ans de ça. Déjà? Ben, la première expérience, c'était il y a 10 ans. Puis quand j'ai décidé de le faire plus de manière professionnelle, c'était il y a 7 ans. Puis il n'y en avait pas beaucoup de breathwork. Non. Maintenant, c'est devenu le nouveau yoga. Et quoi qu'il y a encore, tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Je parle des fois de breathwork qui disent « Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Ouais. Mais là, ça devient de plus en plus. Là, ça devient de plus en plus. Pour les gens surtout qui font déjà du yoga et qui méditent. Donc, maintenant, c'est ce que tu enseignes. Oui. Alors, d'ailleurs, si vous voulez trouver Nathalie, elle est sur Facebook, Nathalie Maury de Breathwork, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Bon, maintenant, tu as fait tout ce beau cheminement, parce que moi, je t'écoute, et puis je me rends compte que, oui, tu es une fille, si tu veux, très fragile et tout, mais en même temps, tu es très forte, parce que tu as toujours le courage de te prendre en main, de faire les moves, de bouger, ce qui est extraordinaire, parce que c'est comme ça qu'on peut changer, évoluer, c'est pas en restant enfermé dans nos peurs. Alors, s'il y avait 1 ou 2 messages que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Alors,
Justement, qu'on a tout à l'intérieur de nous. Donc, comme je vous disais, moi, j'étais une personne qui cherchait vraiment le sauveur à l'extérieur, la job idéale pour me sauver, le partenaire idéal, la ville idéale, le pays idéal et tout ça. Et puis, finalement, toutes ces insatisfactions-là, je les cherchais à l'extérieur pour trouver la satisfaction, mais on l'a à l'intérieur. Et je peux vous assurer qu'avec le breathwork, puis ça c'est vraiment naturel, le souffle est la porte d'entrée à votre monde intérieur. Puis quand je parle du monde intérieur, c'est vraiment votre guérisseur intérieur. Donc, vous pouvez, avec le breathwork, avec le travail du souffle, vous connecter à toutes les vertus de notre vraie nature, c'est-à-dire la sécurité, la compassion, la joie. Alors, si vous avez à un moment donné un sentiment où est-ce que vous vous sentez triste, stressé, frustré, en colère ou quoi que ce soit, vous faites une séance de breathwork et vous allez élever votre taux énergétique, c'est la physique quantique. Taux vibratoire. Oui, et qui va vous amener et qui va vous entraîner vers les taux vibratoires de l'univers qui sont justement la compassion, la joie, etc. Donc, ça va transformer votre émotion de tristesse en quelque chose de beaucoup plus grand, plus joyeux. Plus harmonieux. Plus harmonieux. Ouais. Et ça, sans prendre de médicaments. Ouais. On l'a tout à l'intérieur de nous. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, ça a sauvé ma vie. Ça a été l'outil qui est très puissant et puis on peut faire 10 ans de psychanalyse, mais ils disent qu'avec une séance de breathwork, ça peut être l'équivalence de 10 ans de psychanalyse. Et ça, c'est vrai, on en a vu dans les retraites, des gens comme ça. Alors voilà. Donc merci beaucoup Nathalie, c'était tellement enrichissant. J'espère que vous avez aimé cette interview. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit like, parce que plus vous allez mettre des petits likes, et plus il y a des gens qui vont venir nous visiter sur cette chaîne de Human Connection. Et si vous n'avez pas encore souscrit, souscrivez, inscrivez-vous or subscribe. Ciao. Merci.